Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle section Twitch de Science et Avenir. Très heureux de vous trouver aujourd'hui. Euh, Science et Avenir, donc, c'est le groupe Science et Avenir à la Recherche. C'est un magazine de vulgarisation scientifique bien connu, un mensuel, dont le numéro d'ailleurs vient de sortir. Donc, je vous le montre ici. Là, on titre sur la solution hydrogène, sur les virus variants, sur les trous noirs. Donc, ça, c'est le mensuel. C'est aussi un hors-série dont le numéro actuel, un trimestriel thématique qui porte sur les origines de l'homme, sur Sapiens. Et enfin, Science et Avenir est allié avec la recherche. Donc, Science et Avenir, la recherche, c'est le même groupe. La recherche, c'est un trimestriel pas thématique, mais avec des gros dossiers. Donc, voici le numéro qui est actuellement en kiosque sur l'origine du vivant. Donc, merci beaucoup de nous rejoindre. Donc, je dis bonjour à l'outre amicale qui est la première personne qui nous a salués. Donc, ce live va commencer. Donc, auparavant, pour finir un petit peu la présentation, ce sont effectivement des revues papier que je viens de vous montrer, mais c'est aussi un site web censé un site web très riche, puisque chaque jour, il y a environ une quinzaine d'actualités scientifiques qui sont mises en ligne. Un site web de la recherche également avec des articles de chercheurs, beaucoup la parole de chercheurs. Et vous le savez, donc désormais, une chaîne Twitch. Donc, chaque jeudi à 17h30, nous vous retrouvons pour vous faire partager notre enthousiasme pour les sciences et toutes les sciences, hein, puisque je le rappelle, hein, ces dernières semaines, on a eu Philippe Charlier qui a parlé du vaudou, François Forget, le planétologue, qui a raconté des choses sur le système solaire, Christine Roland qui a raconté des histoires d'araignées, donc spécialiste des araignées, Jacques-Marie Bartanzeff, le volcanologue, qui nous a parlé un petit peu de tout ce qui était sismologie et volcan. Et puis la semaine dernière, Nathalie Palanque de La Brouille, l'astrophysicienne, qui a parlé de matière noire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Et on va continuer comme ça. Et donc, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on puisse continuer à ce rendez-vous qui est hebdomadaire, donc tous les jeudis à 17h30. Il y a Valentin dans les coulisses qui est là, qui agit et qui réagit à vos messages et qui sera là. Et donc, moi, je suis Philippe Pajot, je suis le rédacteur en chef du magazine La Recherche, et je vais faire le monsieur Lavoyal de ce live. Alors, le thème scientifique d'aujourd'hui, c'est un thème qui n'est pas facile au premier abord. On va parler de mathématiques. Alors, pas de panique, hein, aucune crainte pour ceux et celles qui n'aiment pas les maths, hein. Je sais que ça arrive souvent. A priori, ça ne va pas faire mal, parce que là, on a des pédagogues hors pair, et en plus, on va parler plutôt d'histoire des mathématiques, avec des invités d'aujourd'hui que je vais vous présenter. Donc, ils viennent d'écrire un livre sur ce sujet, et c'était aussi la raison pour laquelle on les avait invités. Donc, ce livre, je vous le montre, c'est « Et l'algèbre fut ». Donc, une histoire de l'algèbre du 9e siècle à 1557. Donc, ce sont Jérôme Gavin et Alain Cherly que je vais leur demander de se présenter. Donc, Jérôme Gavin, peut-être d'abord. Oui, bonjour, merci pour cette invitation. Donc, effectivement, je m'appelle Jérôme Gavin. On s'occupe avec Alain d'histoire du calcul élémentaire, donc ça va, j'espère pas faire peur à trop de personnes, mais c'est une histoire qui est passionnante. Je suis enseignant au Collège Voltaire, qui est l'équivalent d'un lycée en France. Je suis également le directeur d'une association qui s'occupe de soutien scolaire. Et puis, à côté de ça, depuis un peu plus de 10 ans maintenant, j'étudie cette passionnante histoire, je trouve, du calcul élémentaire. Et Alain, pouvez-vous vous présenter? Oui, volontiers. Je suis un vieux type de passer 80 ans, mais depuis que j'ai pris ma retraite de professeur à l'Université de Lausanne, j'ai commis 10 livres en histoire du calcul. Les 6 premiers tout seul, si j'ose employer cette expression, et les 4 suivants, donc les 4 derniers, en coécriture avec Jérôme Gavin, qui a pris une part très très importante dans ces livres, et pour certains d'ailleurs une part prédominante.
Cela dit, je suis aussi docteur en économie politique et en fait professeur des universités, comme on dit en France, dans le domaine de la gestion, mais en gestion dans les domaines qui recourent, vous l'avez deviné, bien sûr, aux mathématiques. Je précise que notre dernier livre, c'est vraiment de l'histoire du calcul et nous ne prétendons pas être des encyclopédies qui vont pouvoir répondre à toutes les questions sur l'histoire des mathématiques. Voilà, mais le calcul on est assez ferré. Alors justement, c'est peut-être une des premières questions qu'on peut lancer. Quelle différence faites-vous entre mathématiques et calcul, hein? Il y a toujours cette blague quand c'est le moment de faire l'addition au restaurant, on dit ah bah il y a un calcul. Toi t'es bon en maths, vas-y. Calcule combien chacun doit, et en fait, mathématiques et calcul, c'est assez différent. Quelle différence faites-vous justement? Oh, ça commence par une colle. Mais le calcul, c'est justement ce qu'il faut faire quand au restaurant, on doit diviser l'addition par 7. C'est les additions les plus embêtantes à faire, celles qui se divisent par 7. C'est résoudre un problème. Tandis que pour nous, en tout cas, tel que nous voyons ça depuis notre espace helvétique, les mathématiques, c'est une science qui va chercher très haut dans les nuages pour certains et qui peut être très très abstraite. Nous, quand on parle de calcul, c'est forcément concret. C'est résoudre un problème qui se pose dans la vie de tous les jours. Et Jérôme, votre avis sur la différence calcul-mathématique, comment vous voyez ça? Oui, je rejoins Alain, c'est-à-dire que ce qu'on va étudier, c'est derrière calcul, il y a évidemment les opérations sur les nombres qui parlent à tout le monde, mais il y a effectivement toute cette partie des mathématiques qui va s'occuper de la résolution de problèmes avec des textes, qui peuvent être des problèmes de partage, des problèmes de succession, des problèmes de mesure, etc., qui, pendant de très nombreux siècles, ont fait l'objet d'un traitement particulier. Ça ne faisait pas partie des mathématiques, si on prend par exemple la Grèce, il y avait une partie mathématique, puis une partie plus orientée du côté du calcul. Et c'est un petit peu l'histoire qu'on a essayé de raconter dans ce livre. On part d'une méthode supplémentaire de calcul, une méthode qui permet de résoudre des problèmes différents de ceux qui étaient dans le champ traditionnel. Et puis on arrive à un moment où on se rend compte que cette méthode de calcul va devenir un véritable art au sein des mathématiques. Et pour nous, lorsqu'on s'arrête, on va avoir une réunion des différentes disciplines des mathématiques pour devenir autre chose, quelque chose qui ressemble beaucoup plus aux mathématiques d'aujourd'hui, aux mathématiques modernes. Justement, première question d'Assirem RDS, pourquoi faire débuter votre ouvrage sur le calcul au 9e siècle précisément? Parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, il y avait des notions de mathématiques bien avant, chez les Babyloniens, en Égypte notamment. Voilà, il y a cette fameuse tablette babylonienne qui date de 4000 ans, sur lesquelles il y a des triplets pythagoriciens. Donc, c'est les prémices du théorème de Pythagore. Et alors, pourquoi le 9e siècle? Qu'est-ce qui se passe au 9e siècle précisément? Est-ce qu'il y a Tout simplement, il se trouve que dans ce livre-là, nous avons voulu raconter la naissance et l'adolescence, si je peux dire, de l'algèbre. Or, c'est au 9e siècle, entre l'an 813 et l'an 833, que un monsieur qui vivait à Bagdad et s'appelait Al-Khwarizmi a écrit pour la première fois quelque chose qui, par la suite, s'est appelé l'algèbre. C'est la naissance de l'algèbre qui peut être fixée dans cette période de 20 ans. Pourquoi cette période? Parce qu'il ne date pas son ouvrage, qui est un manuscrit, bien sûr. Il n'y avait pas d'imprimerie à l'époque, mais parce qu'il dit qu'il l'a écrit pendant le règne du calife Al-Mamoun. Et on sait que le calife Al-Mamoun a régné pendant la période en question. Voilà pourquoi on commence à ce moment-là. Parce qu'on veut raconter, non pas toute l'histoire de tout le calcul, il nous faudrait une vie, ou plusieurs, mais simplement le début de l'algèbre.
Alors, in fine, finalement, on va parler d'équations, de problèmes, hein, de x, de y, de plus, de moins, de égal, des termes qui sont finalement très familiers à tout le monde, parce que c'est des termes qu'on apprend au collège, les équations du premier degré, deuxième degré, on en reparlera éventuellement tout à l'heure. Mais finalement, on s'aperçoit, et vous allez nous raconter, que finalement, ces signes plus égal, ces équations qui nous sont familières, elles n'étaient pas du tout évidentes pour à cette époque-là. Non, alors je précise, je rajoute à ce que je viens de dire, que l'ouvrage en question, c'est du texte, c'est rien que du texte. Et ce qu'on va par la suite appeler une équation, mais c'est une phrase dans le milieu de laquelle il y a le verbe est égal à. Mais il n'y a que du texte. Et je pense que Jérôme peut vous l'expliquer mieux que moi. Il a fallu attendre très très longtemps pour avoir les signes en question. Jérôme, je te Les prends. signes oui. Ouais, ce qui est assez fascinant dans cette histoire, c'est que Al-Khwarizmi, qui est ce mathématicien qui écrit ce livre, le livre s'appelle Kitab al-Jabr wal Muqabala. On a le algèbre, c'est pour ça qu'on démarre là. Hein. Il a aussi écrit un livre qui présentait le calcul des Indiens. Et dans ce livre qui présentait le calcul des Indiens, il introduit les chiffres qui vont ensuite, que nous on va appeler les chiffres arabes. Mais comme l'a dit Alain, et c'est quelque chose d'assez particulier, dans son livre, le Kitab al-Jabr, il n'y a pas un seul chiffre, il n'y a pas un seul chiffre de type indien, c'est-à-dire qu'une équation, c'est une phrase avec des mots dans lesquels apparaît le mot d'égalité. Donc, voilà, un carré plus une chose égale à 39 dirhams. Voilà. Une question de Marie de 111, mais on considère que les nombres existaient déjà alors. C'est-à-dire qu'en fait, on avait déjà la notion de nombre et on manipulait les nombres. Et ce que vous dites, c'est que ce qu'a fait Al-Khwarizmi, c'est d'utiliser les nombres arabes. Alors, les nombres existaient depuis la nuit des temps, mais chaque fois dans la langue de la civilisation que l'on est en train d'étudier, ça peut être l'une ou l'autre, les nombres, mais la façon de les noter, c'est une autre paire de manches parce que on les a presque toujours notés d'une manière telle qu'on ne pouvait pas faire un calcul écrit avec ces nombres-là. Et la grande originalité de ces nombres, de cette numération qui venait de l'Inde, et qu'Al-Khwarizmi appelle à bon droit les chiffres indiens ou les chiffres des Indiens, c'est au génitif quand c'est traduit en latin médiéval, c'était la première fois, c'est la numération qui pour la première fois a permis de faire un calcul par écrit. C'est pour ça qu'il a écrit tout un autre livre, il a fait 2 ouvrages fondamentaux. Il est donc aussi à l'origine de l'arrivée des chiffres que nous appelons à tort arabes. Et tous les auteurs arabes de l'époque et des siècles suivants parlent des chiffres indiens. Et puis, il y a un jour, un allumé qui a décidé que c'était des chiffres arabes. Je ne sais pas qui c'était. Ce n'est pas très intéressant d'aller chercher. Et depuis, ça s'est répandu et on parle de chiffres arabes. Ce qui permet de faire de temps en temps dans nos conférences une plaisanterie qui détend l'atmosphère et de faire constater au public qu'en leur montrant par exemple un billet de banque de Syrie, de leur faire constater que les Arabes, eh ben, ils n'ont pas les mêmes chiffres arabes que nous. D'accord. Tout simplement parce qu'on les appelle à tort arabes, ces chiffres. Alors, vous notez effectivement qu'il y a plusieurs étapes historiques en fait dans l'approche des problèmes. Et donc, en résumé, donc, en lisant votre livre, il y a penser le vrai, penser le faux, lier le vrai et le faux. Est-ce que vous pouvez, Jérôme, peut-être faire un petit... là-dessus. Oui, parce que ce qui est assez fascinant dans la résolution de problèmes, c'est qu'on trouve dans toutes les civilisations une première étape qui consiste à ce qu'on a appelé penser le vrai. Penser le vrai, ça veut dire que à partir des données du problème, on va pouvoir directement trouver la solution. La méthode phare de cette manière de penser, c'est ce qu'on appelle la règle de 3. Donc, on utilise la règle de 3, on part de valeur du problème, et puis par un calcul direct, on va trouver la réponse. Ça, on le trouve partout, et ça a été très largement utilisé.
Ensuite, on a un niveau d'abstraction qui est un peu plus haut. Et c'est quelque chose qu'on a pas mal oublié, mais qui a été très importante dans l'histoire des mathématiques. C'est penser le faux. Alors, c'est quoi penser le faux? Penser le faux, c'est imaginer une réponse au problème au hasard, ou pas tout à fait au hasard, mais dont on sait qu'elle ne va pas être juste. Et lorsqu'on fait cela, en fait, on fait preuve d'abstraction, parce qu'on n'est pas en train d'utiliser des données qui existent, on est en train soi-même de trouver, d'inventer une donnée qui pourrait être différente chez quelqu'un d'autre. Et à partir de cette réponse fausse, on va regarder ce qui se passe, on va faire tourner un peu mécaniquement notre réponse fausse imaginée dans le problème, et on va regarder le résultat. Si le résultat trouvé est juste, bon, ben, c'est terminé. Par contre, la plupart du temps, il ne sera pas juste. Et là, on va faire un raisonnement qui va nous permettre de trouver la réponse. Vous avez un exemple avec des robinets, je crois. Alors, on va poser une petite colle à nos spectateurs, à nos éditeurs. Allez, Jérôme, je vous laisse poser le petit problème qui illustrera ça. Je vais poser le petit problème parce que c'est vraiment un problème typique de cette méthode, de ce type de méthode de résolution. Et on verra qu'il a souvent été appliqué à de l'algèbre qui n'est pas forcément adapté pour. Alors, on imagine qu'un problème classique de robinet, on a une baignoire, elle est alimentée par 4 robinets qui, le premier, lorsqu'on l'ouvre, remplit la baignoire en 1 heure. Le deuxième, lorsqu'on l'ouvre, remplit la baignoire en 2 heures. Le troisième, en 3 heures. Et puis, le quatrième, en 6 heures. Alors, vous imaginez le problème, la baignoire est vide, on ouvre les 4 robinets en même temps et on se demande, au bout de combien de temps, est-ce que la baignoire va être remplie? Alors, on va laisser un peu les gens réfléchir pour voir s'il y en a qui trouvent et on reviendra là-dessus dans un instant pour revenir sur penser le faux. Il y a une question de Anne Statz. Est-ce qu'il y avait déjà le zéro chez Al-Khwarizmi? Est-ce qu'on utilisait déjà le zéro? Ah ben oui, mais le zéro qui fascine beaucoup certaines gens, c'est simplement un moyen de dire qu'il n'y a rien, mais dans un contexte très très précis. Jusque-là, comme je vous le disais, les autres numérations ne permettaient pas de faire du calcul écrit. Or, la grande caractéristique de la numération que nous appelons arabe, on va l'appeler comme ça puisque ça a passé dans les habitudes, c'est qu'elle est de position. Si vous écrivez 327, vous savez que le 2 représente un nombre de dizaines parce que vous voyez qu'il est à la place des dixièmes, dans la position des dizaines. Donc tout ça, c'est bien joli, c'était un grand progrès, mais pour dire, par exemple, que dans une quantité, dans un nombre, il n'y a pas de centaines, si on laissait seulement un espace blanc, on courait le risque que les 2 parties du nombre soient considérées comme 2 nombres différents. Donc, il a fallu inventer quelque chose qui dit, ben, dans cette colonne-là, dans cette position-là, il n'y a rien. Et c'est ça le zéro, qui à l'origine était un petit cercle, comme dit Al-Khwarizmi, et puis ensuite c'est devenu notre zéro chez nous, et simplement un point dans la culture arabe. Très bien. Alors, on a des réponses qui commencent à arriver, effectivement. Alors, peut-être, Jérôme, peut-être revenir sur cette idée de penser le faux et comment ce problème illustre bien. Alors, ouais, ce qui est intéressant, c'est que si on demande à des élèves de poser une équation sur ce problème-là, ils vont avoir énormément de mal. Ouais. Ils vont avoir beaucoup de peine à trouver une équation qui modélise bien ce problème-là. Et la raison, elle est simple, c'est que ce type de problème ne servait pas à faire briller l'algèbre, ça servait à faire briller la méthode de la fausse position. Alors c'est quoi? La méthode de la fausse position, c'est imaginer, comme je vous l'ai dit avant, une réponse fausse. On va imaginer ici que la réponse, c'est 6 heures. Alors j'ai vu que dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit, en tout cas moins d'1 heure. Évidemment que c'est moins d'1 heure, puisqu'il y a un robinet qui remplit en 1 heure. Donc on sait que c'est moins, mais on va quand même imaginer que c'est 6. Et ça, mentalement, en termes d'abstraction, c'est une étape très importante. Donc, si on laisse ces robinets ouverts pendant 6 heures, celui qui remplit la baignoire en 1 heure, il va remplir 6 baignoires. Celui qui remplit en 2, 3. Celui qui remplit en 3, 2. Et celui qui remplit en 6, 1. Autrement dit, si on laisse couler ces robinets en 6 heures,
on va remplir 12 baignoires. Mais on ne veut pas en remplir 12. On veut en remplir une. Et j'ai vu que beaucoup de personnes ont donné les bonnes réponses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, si en 12 heures, j'en remplis, si en 6 heures, j'en remplis 12, ben, en combien de temps j'en remplirai une? 6 divisé par 12 et 30 minutes, comme la toutes bonne les réponse, personnes, oui, comme beaucoup de personnes l'ont dit, Krasinski, bravo. notamment, voilà, une demi-heure, voilà, très bien. Alors, à propos de cette façon de penser le faux, comme dit Jérôme, et de cette méthode qu'on appelle la fausse position, tout simplement parce qu'on pose une valeur fausse, eh bien, ça marche merveilleusement. Elle a été presque complètement oubliée, elle est en tout cas absente de la plupart des enseignements dans le monde, mais elle ne marche que pour ce qu'on appelle, nous, maintenant, les problèmes du premier degré. Voilà. Ce qui explique que Al-Khwarizmi, non seulement commence au IXe siècle, mais commence d'emblée par le deuxième degré. Parce que le premier degré était résolu par ce truc-là. Et maintenant, il faut que Jérôme vous dise en quoi l'algèbre est la phase ultime, après avoir pensé le juste, le vrai ou pensé le faux, en quoi elle consiste à penser le vrai et le faux à la fois. Je pense qu'il faut que vous donniez la parole à Jérôme. Jérôme, oui, ça c'est j'allais dire, c'est le degré d'après, suivant d'abstraction en fait. Hein, après penser le faux, penser les deux à la fois. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Exactement, c'est que donc déjà imaginer une réponse fausse, que ce soit clair, c'est très bien. C'est un niveau d'abstraction qui est nécessaire pour aller à l'étape d'après. Et on devrait dire aux élèves qui font ça, bravo. Parce que s'ils ne passent pas par cette étape, certains ne vont pas pouvoir monter la marche supplémentaire. La marche supplémentaire, ça va être de penser le vrai et le faux simultanément. Et l'algèbre, à travers l'inconnu, c'est ce qu'elle va faire. Elle va imaginer un objet encore plus abstrait qui peut en même temps être juste et en même temps être faux. Et c'est l'étape, c'est ce qu'on a appelé penser l'inconnu. Alors attention, hein, pour pas qu'on ait de reproches, on n'est pas en train de prétendre que la première fois qu'on a pensé l'inconnu, c'est à Bagdad au début du IXe siècle, parce que si on prend un mathématicien comme Diophante, qui était un mathématicien grec, il l'a très clairement fait. Hein, mais c'est l'étape d'au-dessus. Et évidemment, pour atteindre ce niveau d'abstraction, eh ben, c'est intéressant de passer par les autres. La méthode directe, la méthode indirecte, dont la fausse position est une des facettes. Hein. Il y a d'autres méthodes qui nécessitent de faire un essai, d'essayer quelque chose qu'on trouve dans des métiers et ailleurs qu'en mathématiques. On essaye quelque chose, en sciences du reste, on va essayer quelque chose qui va nous donner des idées. Et ça, c'est une première forme d'abstraction. Et tout d'un coup, on pense, c'est inconnu. Oui, c'est ce qu'on appelle le essai-erreur. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est quand même maintenant qu'on fait, qui est devenu quelque chose d'assez courant. On essaye, on se trompe et on réessaye, on essaie d'ajuster la valeur jusqu'à la bonne valeur, notamment. Alors, justement, on peut repartir peut-être d'Al-Khwarizmi, qui est c'est le premier à atteindre un peu ce niveau d'abstraction. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis justement sur ce qu'il fait au IXe siècle à Bagdad, sur ses écrits, justement? Ouais, c'est très original et c'est ce qui nous a donné envie de creuser le problème. Et puis, en général, quand on creuse un problème, on se dit on va écrire une brochure là-dessus. Et puis la brochure gonfle tellement que ça devient un bouquin. C'est très, très original ce qu'il a fait. Il était donc dans la situation où, tout autour de lui, on savait résoudre un certain nombre de problèmes. Nous, avec notre regard, on sait que ce sont ceux du premier degré. Mais on n'était pas conscient de ça. Et puis, il y avait des problèmes dans lesquels il y a des carrés, comme il dit, qu'on ne pouvait pas résoudre par la fausse position. Et ce qu'il écrit, c'est que il y a des carrés, mais il y a aussi des racines. Alors on dit, qu'est-ce qui vient faire là avec ces racines? Mais juste après, il dit, une racine, c'est un objet tel que quand on le multiplie par lui-même, ça devient un carré. Alors là, on comprend très bien que ça va être ce que nous appelons l'inconnu. Et puis en plus, il y a des nombres. 3 choses comme ça. Et il construit l'algèbre sous les yeux du lecteur comme un jeu de plot en disant, entre les carrés, les racines et les nombres, il peut y avoir une relation d'égalité.
Et là, subrepticement, il introduit ce qui fait le cœur de l'algèbre, qui est justement l'égalité, grâce à quoi, par la suite, on pourra prendre des choses à gauche, à droite, du signe égal, etc. Mais il dit simplement, ça peut être égal. Alors, on peut imaginer que des carrés sont égaux à des racines, ou des racines égales à des nombres, ou des carrés égaux à des nombres. Il a fait le tour, parce que trois objets, on ne peut pas faire plus d'arrangement que ça. Puis, un peu plus loin, il dit oui, mais on peut aussi en mettre deux d'un côté et un de l'autre, et ça fait de nouveau 3 relations. Il fait sa liste complète. Il a dans son jeu de plot 6 relations, 3 qui sont élémentaires. Il y a un élément de chaque côté du verbe égal, et 3 autres qui sont plus compliqués, avec 2 d'un côté et 1 de l'autre. Et puis ça, il vous dit, tous les problèmes peuvent être ramenés à l'une ou l'autre de ces relations. Et il introduit ensuite 2 autres notions, c'est Jérôme qui va les indiquer, qui permettent au départ d'un problème de se ramener à l'une de ces 6, j'y arriverai, ces 6 relations. Et alors, Jérôme va continuer avec Al-Jabr et Al-Muqabala. Je réponds à quelques questions. Donc, quel niveau de maths on parle? Donc, c'est ça, équivalent du niveau collège chez nous. Hein. À peu près. Au départ, ce que va permettre cet ouvrage, c'est de résoudre des équations qu'on appelle des équations du 2e degré. Voilà. Et pourquoi? Parce que pour des équations du 1er degré, comme je l'ai expliqué avant, avec des méthodes soit directes, soit indirectes, vous pourrez résoudre n'importe quel problème. N'importe quel problème du 1er degré, on peut le résoudre par une méthode de fausse position ou une règle de 3, une méthode directe. Voilà. Et Chachar, 1947 et 2019 demandent une équation et la formulation codée de la position d'un problème. Oui, un problème peut s'exprimer sous la forme d'une équation, mais pas nécessairement une équation du 1er degré, mais d'un type d'équation, on va dire. Voilà, en fait, la deuxième partie du livre d'Al-Khwarizmi va s'occuper de résolution de problèmes et il va utiliser l'outil qu'il a présenté pour pouvoir résoudre ces problèmes. Autrement dit, on a un problème de la vie réelle, ou d'une vie réelle imaginée, on va dire. Et puis derrière, on va utiliser ces outils qu'on appelle des méthodes de résolution, et parmi lesquelles, ce qu'il vient de démontrer, et ce qu'il vient d'inventer, ce qu'il vient de construire, comme l'a dit Alain, c'est une sorte de jeu de construction de briques. C'est-à-dire qu'il a des éléments comme des Lego, et puis avec la relation d'égalité, il construit des choses avec. D'accord. Alors, autre question de Jutérab. L'égalité et l'inégalité ne sont pas inventées en même temps. L'inégalité, c'est quelque chose qui vient après, j'imagine. Alors là, comme c'est des phrases équations dont on parle, dans ces phrases, le mot qui est là, c'est l'égalité. Il n'y a pas de présence chez Al-Khwarizmi d'inégalité. Lui, ce qu'il va rechercher avec les méthodes qu'il présente, c'est la valeur de son inconnu qu'il appelle la chose, qui permet de rendre l'égalité vraie. D'accord. D'accord. Et c'est bien reçu à l'époque, donc ces travaux sont diffusés et sont connus effectivement dans ce monde du 9e siècle. Alors, à notre avis, très peu. Très peu. Déjà, ça ne répondait aux besoins que de très peu de personnes. Et puis, c'était quand même d'un niveau, pour nous, c'est évident et on a du plaisir à le raconter. On dit on fait de l'histoire et pas des mathématiques, mais pour les gens de l'époque, c'était d'un niveau très supérieur et donc ça a été très peu repris. La preuve, c'est que parmi les ouvrages qui nous sont parvenus, et pour qu'ils nous parviennent, il a fallu qu'ils intéressent une fois quelqu'un, puisque comme je l'ai dit, l'imprimerie n'existait pas, donc c'était des livres qui étaient copiés chaque fois. Pour que certains s'y intéressent et écrivent à leur tour quelque chose à ce sujet, eh bien, il fallait vraiment que ces gens intéressés soient eux-mêmes d'un très bon niveau. Et ce qui me fait dire que ça a eu très peu d'écho, certainement, c'est qu'il y a peu d'ouvrages qui reprennent
l'ouvrage d'Al-Khwarizmi et disent on pourrait faire comme ci ou comme ça ou autrement, etc. Et le premier, un des tout premiers qui reprend Al-Khwarizmi, qui a été écrit par un Abou Kamil qui lui n'était pas de Bagdad mais était égyptien, date de la fin du IXe siècle. Donc, il a dû s'écouler quelque chose comme 60 ou 70 ans avant que quelqu'un à son tour prenne la plume, enfin le kalam, et puis commente ce qu'avait écrit Al-Khwarizmi. Et c'est une chose sur laquelle nous insistons beaucoup. L'algèbre, ça a l'air tout bête, ça s'enseigne en quelques mois dans nos écoles, mais pour arriver au point où elle en est maintenant, il a fallu 7 siècles. Ouais, c'est allé très très lentement. Ça montre qu'il n'y avait pas un engouement terrible pour ce domaine. Alors justement, question de Dr Bronian. À quel moment cette algèbre sort du monde arabo-musulman? Avec Fibonacci au XIIe siècle ou avant? Peut-être, donc ça nous permet de rebondir sur la période suivante, la période latine peut-être. Oui, alors, après Al-Khwarizmi, il y a eu Abou Kamil, puis Al-Karaji, quelques auteurs, et on arrive dans la période, plusieurs siècles après, où en Espagne, à Tolède notamment, certains moines se sont mis à traduire des textes grecs et des textes arabes en latin. Et le but de l'exercice était de traduire. On pense que certains faisaient ces traductions, quand ils traduisaient des livres de calcul, sans comprendre tout à fait de quoi il s'agissait. Et à ce sujet-là, on peut citer Robert de Chester. J'ai écrit les noms pour être sûr de ne pas les estropier. Robert de Chester, Gérard de Crémone, l'auteur anonyme d'un Liber Mahamelet, tout ça au XIIe siècle. Donc, pour une discipline qui est née au IXe siècle, voit apparaître en Europe, et en l'occurrence en Espagne, des premières traces au XIIe siècle. Ça illustre ce que je vous disais avant, c'est que c'est allé lentement. Mais curieusement, ces traductions n'ont pas eu de suite. Et la première étincelle en Europe, c'est en effet Léonard de Pise, qui a écrit un ouvrage monumental en 1202, à son retour du Proche-Orient. Donc, ce n'est pas un document, comme on est dans le cas de l'Espagne, un document traduit par des gens qui s'intéressaient aux problèmes constitués par la traduction, mais c'est un bonhomme qui revient du Proche-Orient où, depuis l'autre livre d'Al-Khwarizmi, le calcul s'est beaucoup développé et qui raconte d'un coup à quel point on en est dans le monde arabe en 1200 et quelques. Mais on reste encore au niveau de... On n'a pas encore d'équations, ce sont encore des phrases, ce sont encore des textes, mais la compréhension abstraite est arrivée au point où on résout déjà des équations enfin, on sait le deuxième degré, c'est à peu près compris de manière générale. Jérôme, peut-être? Non, quand on regarde le texte de Léonard de Pise, c'est, comme on dit à notre époque, du copier-coller d'Al-Khwarizmi. D'accord. Il a ajouté. D'accord, il n'a rien rajouté. Quand il présente une équation, c'est toujours une phrase avec un égal au milieu de la phrase. D'accord, il y a marqué égal. Peut-être juste comme complément, je dirais la différence entre les premiers traducteurs dont tu as parlé, Alain, et Léonard de Pise, c'est qu'on sent que Léonard de Pise maîtrise le sujet. C'est-à-dire qu'il est dans une forme très proche de ce que l'algèbre est au départ dans le monde arabe. Il faut quand même dire que dans le monde arabe, très rapidement, ça va se développer vers des voies plus compliquées. En Europe, ça va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais on sent que lui maîtrise le sujet. Et donc, même s'il reste fidèle, même s'il suit la trame et il n'y a toujours pas de signe, on est quand même dans quelque chose qui est maîtrisé. Et c'est un ouvrage qui est très important. Peut-être juste revenir, j'ai vu qu'il y avait des questions autour de Gerbert d'Aurillac, le pape de l'an 1000, tout à fait. Alain a écrit un livre dessus, donc je parle sous ça. Il dira si je me trompe, mais très clairement,
lui n'a pas connaissance de l'algèbre. De la même manière qu'il n'a pas connaissance, il n'utilise pas le zéro dans ce qui était marqué par rapport à ça. Ce qui relie Gerbert d'Aurillac, devenu pape, le pape de l'an 1000 sous le nom de Sylvestre II, au sujet dont nous parlons aujourd'hui, c'est qu'il a inventé un abaque pour effectuer des calculs, comme il y en avait déjà au temps des Grecs, avec des jetons. Car, comme je l'ai dit, on ne peut pas faire de calcul écrit autrement qu'avec les chiffres arabes. À l'époque, lui, il n'avait à disposition que les chiffres, ses contemporains n'avaient à disposition que les chiffres romains, et la seule façon qu'ils avaient à disposition pour faire une simple addition, c'était de représenter les nombres qui les intéressaient sur une surface plane avec des colonnes ou des lignes qu'on appelle un abaque. Alors, Gerbert a inventé un abaque plus futé que ceux qui étaient en usage à ce moment-là, qui avait pour but non seulement de réaliser une addition ou une soustraction, ce que personnellement j'arrive à enseigner à des gosses de 8 ou 9 ans, mais une multiplication. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et sur les jetons qu'il a inventés, lui, au lieu que sur des jetons anonymes, il écrivait une quantité de 1 à 9. Et ces nombres-là, il les écrivait en grec. Il y a une numération grecque faite de majuscules, et en chiffres indiens que nous appelons maintenant arabes. Et alors, pour certains auteurs qui restent très superficiels, on dit que Gerbert a été le premier, il a introduit les chiffres arabes en Europe. Ce n'est pas du tout le cas. Il s'en est servi comme numéro. D'accord. Numéro. Il ne faut pas aller au-delà. Et on était bien, il y a une question de Marie de 111, on était en base 10, hein, on comptait en base 10 comme aujourd'hui, ça c'est… Bien sûr, alors la base 10, ça remonte jusqu'à quand les anciens Égyptiens, par exemple, nous avons étudié un papyrus qui date de 2000 ans avant notre ère. Les anciens Égyptiens avaient déjà une numération en base 10. D'accord. Petite question, il y a on a des internautes qui disent c'était plus facile les maths sans équation, et donc d'autres sont pas d'accord. Est-ce que c'était plus facile ou pas plus difficile à votre avis? Parce que c'est vrai qu'il y avait c'était des phrases, donc. Oh non. Alors, c'est-à-dire que ça dépend les problèmes, mais l'algèbre au départ, quand on a ces phrases équations, c'est terrible. Ouais. À lire, c'est vraiment terrible. Il faut s'accrocher. Et c'est du reste ce qui a fait que c'est pas une méthode qui s'est rapidement imposée pour la résolution de problèmes. C'est parce que c'était très très lourd à utiliser et elle n'était pas efficace. En fait, elle n'était pas efficace. Et donc, par rapport aux autres méthodes dont je parlais avant, elle est dans un marché concurrentiel de la résolution de problèmes. Elle ne faisait pas l'affaire. Donc, on la présentait parce qu'elle permettait de résoudre des problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre avec les autres méthodes, mais à utiliser, c'était… Peut-être Valentin peut nous montrer quelques images, effectivement, qu'on a. Alors, je ne sais pas laquelle dans celle qu'on a avec… alors là, c'est plus tardif. C'est plus tardif. Plus tardif, mais peut-être des choses d'avant. Voilà. Alors voilà, donc vous pouvez commenter. Non, ça, c'est déjà la Renaissance, ça. Un peu. Tout ce qu'on vous a donné, ça vient après. Ça vient après, donc on en parlera peut-être après, mais effectivement, vous voyez que c'était quand même pas quand on voit l'équation, ce qui a marqué en haut et l'équation en bas, c'est pas si simple que ça, hein, quand même. Hein, c'était pas si. Oui, mais dans ces exemples qu'on vous a envoyés, ça illustre que même quand on a commencé à imprimer des livres, on avait encore une façon d'écrire les équations qui était très très difficile à comprendre. Mais c'était pourtant un progrès par rapport à la phrase équation en latin qu'on peut trouver chez Léonard de Pise.
Alors, on peut revenir à la chronologie. Donc, on était chez Léonard de Pise, effectivement, en 1202. Ensuite, il y a une diffusion qui se fait en Allemagne. Vous pouvez décrire peut-être un ou deux personnages typiques. J'avais noté Johann Wiedmann et Michael Stiefel, notamment. Est-ce que... Oui, alors la suite normale, c'est que le calcul grâce aux chiffres arabes s'est développé. Je vous demande pardon. Jérôme, oui, n'ayez crainte. Ouais. En fait, comme je l'ai dit, ce qui manque à cette algèbre, c'est de l'efficacité. Et vous avez montré des images de Wiedmann, Johann Wiedmann. Certainement, ça ne dit pas grand-chose aux personnes qui nous écoutent, mais c'est quelqu'un de très important en mathématiques parce que le signe que vous voyez, le plus que vous voyez et le moins que vous voyez sont les premiers de l'histoire des mathématiques imprimés. Avant 1489, il n'y avait pas de plus. Il n'y a pas de livre dans lesquels on trouve un signe plus, il n'y a pas de livre dans lequel on trouve un signe moins. Et ça, si on pose la question à des personnes, ils vont nous dire « Ah non, mais ça date de la nuit des temps. » Et ce qui est très particulier, mais qui est assez cocasse, c'est qu'en fait, si vous prenez ce qui est écrit en haut à gauche, on pourrait se dire c'est 6 plus 7 huitièmes. On aurait l'impression que c'est une addition. Alors que pas du tout. En fait, ce signe ne désigne pas l'addition. Ce qu'il est en train de désigner, c'est Wiedmann invente ces deux signes pour améliorer la méthode de fausse position. En disant que si on essaye 6, là ce que ça veut dire, c'est que si on essaye 6 dans le problème, on va tomber de 7 huitièmes trop haut. Et avant lui, on l'écrivait en toutes lettres, on disait on est trop haut ou trop bas. Et donc l'idée qu'il a, pour améliorer son processus de fausse position, c'est d'inventer un signe en se disant, par amour pour cette méthode, que ça va l'améliorer. Il y a quelque chose de romantique là-dedans. Et quand on est trop bas, il va inventer un signe qui est en haut à droite, qui va être ce trait allongé, ce moins aujourd'hui. Mais là encore, ce que ça veut dire, c'est qu'on est trop bas de 1/20. Ici, cette sorte de Z, en fait, c'est un 2. Et le X, enfin la croix, le multiplié, c'est... Alors là, c'est ni un X, ni un fois. Ouais. C'est simplement pour dire que là, en l'occurrence, pour trouver la réponse, le 3 dixième, c'est l'écart entre les deux. Puis pour trouver la réponse, il faut multiplier 6 par 11/26, 7 par 7 huitièmes, puis diviser par l'écart qui est noté à côté. Ça, c'est ce qu'on appelle la double fausse position. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais ce qui est par contre assez émouvant, c'est qu'en voulant faire ça pour améliorer le processus de la fausse position, il est en train de créer l'arme qui manquait à son concurrent qui était l'algèbre. Alors justement, une question de tout à l'heure, je n'ai pas noté qui, mais je me vais noter pour plus tard. Pourquoi un plus, pourquoi un moins, pourquoi une croix? Quelle est l'origine de la typographie de ces signes? Est-ce qu'on a une idée On n'en a aucune idée. Aucune idée. On prend le livre de Wiedmann, qui est le plus ancien livre d'arithmétique en allemand, et on voit qu'il dit s'il manque quelque chose, je fais un trait. Et s'il y a trop, je mets un trait avec un autre en travers. Et c'est tout. D'accord. Pour lui, ça n'a pas d'autre signification qu'une sténographie. D'accord. Alors, comme le dit Jérôme, ce qui est cocasse, c'est qu'avec ça, il donne des armes à l'algèbre, qui à ce moment-là va devenir le grand concurrent de la fausse position et finira par la tuer d'ailleurs. Donc, il donne des armes aux concurrents qui vont lui permettre de faire disparaître la fausse position, alors que nous continuons de dire, on a écrit un livre entier sur la fausse position, on continue de regretter qu'elle ait été oubliée dans les écoles, parce qu'elle permettrait une approche plus progressive entre le calcul élémentaire et puis l'algèbre. Question de mai EPFL. L'imprimerie date officiellement de 1454, Wiedmann c'est 1489. Vous voulez dire qu'avant l'imprimerie, on ne retrouvait pas ces signes dans les manuscrits? Absolument, absolument.
Il n'y avait pas ces signes, d'accord. Ouais, c'est-à-dire que ouais, quand on dit que c'est la première apparition imprimée, ça veut dire qu'avant l'imprimerie, il n'y a pas un manuscrit dans lequel il y a un signe plus et un signe moins. D'accord, d'accord. Chaque fois, il y a autre chose. Généralement, c'est et, en latin, souvent c'est et, et pour et, bien minus pour moins. Et alors du coup, donc Windman, il diffuse un peu l'algèbre en Allemagne. Pas l'algèbre, il n'y a rien d'algèbre chez Windman. D'accord. C'est un très bon passage sur la fausse position dans un livre qui parle du calcul en général. D'accord. Dans lequel il y a une originalité, c'est ces deux signes qui signifient là on va trop haut, là on va trop bas. Et c'est tout. Mais ce sera récupéré plus tard, et encore une fois, c'est allé très lentement, par ceux qui écriront sur l'algèbre, avec cette fois-ci une valeur opératoire que n'ont pas les signes inventés par Wigman. D'accord. Et alors, Michael Stiefel, vous m'avez parlé de lui aussi. Quel a été son rôle? C'est encore un Allemand, du coup? Mais c'est encore un Allemand. Alors là, on est bien entré, mais à ce point du développement du calcul, les Allemands sont absolument dominants. D'accord. C'est un Allemand, en effet. Il n'a pas été le premier, mais c'est lui qui a mis de l'ordre dans l'algèbre d'un prédécesseur, de Christoph Rudolph. Et c'est un homme qui a eu un destin assez intéressant, assez amusant. Il a commencé sa carrière comme moine augustinien, donc dans l'Église catholique. Il était dans une région où s'est fait connaître Luther, qui a créé l'Église réformée d'Allemagne. Il s'est converti aux idées de Luther, il est devenu pasteur. Mais il aimait bien les chiffres. Et alors, tout en étant pasteur, il s'est mis à faire ce qu'on appelle maintenant de la numérologie. Et il a notamment réussi à démontrer, vous mettrez démontrer entre guillemets si vous l'écrivez, démontrer que le chiffre de la bête désignait le pape de l'époque. Le chiffre de la bête, c'est 666, c'est ça? D'accord. C'est typiquement un règlement de compte entre compagnons, puisqu'il était devenu protestant. Et il a même poussé plus loin sa numérologie et il a réussi à démontrer que la Bible annonçait la fin du monde avec la date et l'heure. Alors, c'était quelle date? Je ne sais pas, mais lui, il a dit à ses ouailles. Ouais. Donc, il a fait toutes ses prédications sur ce sujet. On dit que les aubergistes, les semaines précédentes, servaient à boire, mais sans encaisser l'addition. On dit que les paysans ne labouraient plus leurs champs. Et aujourd'hui, toutes ces ouailles étaient réunies dans l'église, et lui en chair, et ils attendaient la fin du monde. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'elle ne s'est pas produite. Bon. Il a failli se faire écharper, il est allé se cacher je ne sais pas où, il a été exfiltré par les lansquenets du prince local et mis en prison. Jusque-là, on a affaire à un ancien catholique devenu protestant qui est en tôle. Mais ça n'a pas beaucoup gêné Luther, où il avait besoin de personnel, j'en sais rien. Il lui a donné une autre paroisse. Et alors là, Stiefel s'est assagi, a compris que la numérologie, c'était pas son avenir. Et puis, il s'est mis à étudier des bouquins, et notamment le livre d'algèbre de Christoph Rudolph, et il l'a réécrit beaucoup mieux, beaucoup plus clairement, et il est devenu le grand algébriste de la culture allemande des mathématiques. Au point qu'il a été le premier prof de maths de l'université d'Iéna, et c'est vraiment un grand nom de l'histoire du calcul, surtout en Allemagne. Alors c'est assez amusant de voir quel parcours il a eu, et ça valait sûrement la peine pour détendre l'atmosphère que je vous le résume. Voilà, et il y a un de nos internautes qui nous dit qu'il a annoncé la fin du monde le 3 octobre 1533. Voilà. C'est bien possible. Nos internautes suivent bien ce qui se passe, c'est bien.
Voilà, très bien. Donc là, on est effectivement à cette période de la diffusion effectivement de ces travaux en Allemagne essentiellement. Après, il y a il y a une autre période qui nous ramène en Italie, qui est Jérôme Cardan, si je puis, Alors, qui fait une synthèse. Peut-être que je vais un petit peu vite. c'est beaucoup plus loin, Cardan. Ouais. Il y a d'abord un phénomène que tout le monde connaît, c'est l'invention de l'imprimerie. Oui, oui. Grâce à quoi un Italien, Luca Pacioli, un Français, Étienne de la Roche, ou un Allemand, Heinrich Schreiber, on peut écrire chacun un premier livre imprimé cette fois-ci, donc avec une beaucoup plus large distribution, dans lequel il y a pour la première fois de l'algèbre. Ah voilà, donc là, il y a effectivement un de ces écrits d'Étienne de la Roche. Est-ce que vous pouvez commenter justement comment on arrive à lire ça, justement? Ouais. Non, vous avez la traduction dessous. Oui, mais ce qui a marqué, parce que c'est vrai que c'est pas très très clair quand on regarde Alors, on va essayer de faire l'exercice, c'est assez amusant. Hein. Si vous prenez la première... Alors d'abord, c'est le premier livre imprimé en français qui parle d'algèbre. Et si vous prenez la première ligne, on a une équation, on a l'expression qui est indiquée en dessous, donc on a ce 10, et puis après on a une sorte de P allongé. Ouais. C'est un P allongé pour dire premier, en fait c'est l'inconnu, c'est le X. Plus là. Ah oui, il y a le P, puis oui. Puis ensuite oui, tu as raison. Vous avez un P avec quelque chose dessus, ça c'est le plus. C'est en fait une abréviation de plus. D'accord. Après, on a 5, et puis alors là, on se marre, parce que ce carré, c'est pour exprimer le cube de l'inconnu. Donc, ce carré exprime x à la puissance 3, x au cube. Ah oui. Par, c'est multiplié, et puis après, on a un 3, cette sorte de CL, en fait, c'est une abréviation de census qui était le x au carré. Et puis à côté de ce CL, on a une sorte de, on ne voit pas très bien, mais c'est un M avec quelque chose au-dessus qui est une abréviation de minus, et puis de moins, et puis le 4. D'accord. Donc, évidemment, quand on parle d'algèbre à cette époque-là, nous, on imagine des équations comme elles sont écrites dessous. Et quand on va regarder le texte, ce que tout le monde peut faire en ce moment, vous voyez que ce n'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Et en dessous, voilà, on a le résultat. Vous pouvez juste, à la deuxième ligne, vous avez donc 10 x cube plus 15, puis là, vous avez un petit 5 en haut, ça, c'est le x puissance 5. Donc, on voit qu'on est très, très loin de ce qu'on a aujourd'hui, parce que l'algèbre n'est pas efficace, en l'occurrence, chez Étienne de la Roche. Et quand quelqu'un doit lire ça, doit utiliser ça, ça nécessite de rentrer dans ces écritures qui sont très, très lourdes à manipuler. Alors, le rôle de ces livres, effectivement, c'est de diffuser, comme vous le disiez, l'imprimerie est inventée, donc du coup, ces écrits se diffusent un petit peu partout en Europe, j'imagine, et donc ça commence l'algèbre commence à prendre un petit peu. Oui. Je vais répondre, Jérôme. En fait, ce qui se passe, c'est que Alain l'a bien dit, hein, en Allemagne, on a un courant qui va développer cette algèbre, mais elle va le faire d'une manière symbolique. Stiefel va avoir du succès, il va être connu, et on voit qu'il va avoir une écriture qui est beaucoup plus efficace. Il va utiliser ce qu'a fait Widman, et puis on va commencer à avoir quelque chose qui devient plus efficace. Et du côté de l'Italie, vous parliez de Cardan, ils écrivent à peu près au même moment, ils vont être les deux publiés à Nuremberg. Cardan, lui, va commencer à s'attaquer à des équations du 3e degré, va rendre cette algèbre, va faire de cette algèbre un art, mais pas encore efficace. Parce que chez Jérôme Cardan, pas de plus, pas de moins, pas d'égalité. Par contre, on a des méthodes de résolution du 3e degré. Alors voilà, on a un écrit justement, on a un exemple de Jérôme Cardan. Oui. Donc c'est encore assez abscon quand même. Hein. Là, vous avez l'équation chez Cardan. Ouais. Donc, vous savez, si on prend allez, prenons l'avant-dernière ligne. Ouais. Hein, vous voyez qu'on a 60. Le P2 points, c'est pour dire plus, une abréviation pour dire plus. Ensuite, on a 20 positionibus. Là, c'est la positionibus, c'est l'inconnu. On retrouve le mot position pour inconnu chez Cardan et c'est pas anodin.
Et puis, equalia 100 est égal à 100. Donc, vous voyez que, de nouveau, c'est un des ouvrages les plus importants de l'histoire de l'algèbre. C'est dans l'Ars Magna, là. C'est très loin de ce que nous, on utilise. Alors, je précise que ces reproductions qui sont difficiles à voir sur l'écran de tous ceux qui nous regardent, je pense. Tout ça, nous l'avons tiré de notre livre qui s'appelle « Et l'algèbre fut ». Oui, que j'ai montré tout à l'heure, là, oui, tout à fait. Voilà, pour faire tout est dedans. De la retape, mais pour ceux qui voudraient approfondir un peu ou qui regrettent de ne pas pouvoir le noter d'un coup, je le signale, c'est un livre qui vient d'être publié à l'École polytechnique fédérale à Lausanne. Voilà. Et du coup, du point de vue de l'algèbre lui-même, Cardan, qu'est-ce qu'il apporte en fait? Le troisième degré. Le troisième degré, d'accord. C'est ça. Il donne des méthodes de résolution des équations du troisième degré. Donc, il va procéder un peu de la même manière. Il va arriver sur des équations types. Et puis, pour chaque équation type du troisième degré, il donne une méthode qui permet d'aller chercher la solution par l'application d'un algorithme, d'une recette, comme il y en a pour le deuxième degré. Simplement, comme il n'y a pas d'utilisation de nombres négatifs à l'intérieur de ces phrases, bien qu'ils y soient en filigrane à quelques endroits, il faut traiter tout ça séparément, alors qu'aujourd'hui, on a une formule pour résoudre les équations. D'accord. On va y revenir. Alors, mais justement, là, le plus, le moins, le égal, à partir de quand ils sont utilisés de manière un peu plus commune, on va dire? Alors, c'est Heinrich Schreiber, encore un Allemand, qui, le premier, les a fait apparaître dans un livre. Mais seulement le plus et le moins, qu'il tirait de Weidmann, qui est aussi un Allemand. Mais on a vu tout à l'heure, oui, tout à fait. La même nationalité, puisque l'Allemagne, à l'époque, était fractionnée en un grand nombre de petits États. Et pour ce qui est du signe égal, que vous avez aussi mentionné, c'est encore plus tard, c'est en 1557 qu'un Anglais, Robert Record, écrivant un livre sur l'algèbre, écrit quelque part, pour l'égalité, j'ai inventé une abréviation, c'est deux traits superposés et parallèles, car, dit-il, rien ne peut être plus égal que ces deux traits. Et puis, c'est donc au milieu du XVIe siècle qu'apparaît pour la première fois ce signe égal. Et nous arrêtons là parce que nous estimons qu'à ce moment-là, pour notre livre, que nous estimons qu'à ce moment-là, l'algèbre avait enfin atteint sa majorité. Depuis, on a inventé encore toutes sortes de complications, mais elle était adulte, à notre avis, à ce moment-là, quand on a inventé un signe qui remplaçait le verbe égaler, qui avait été utilisé comme centre des équations, et les équations, c'est le propre de l'algèbre, pendant 7 siècles. Ça nous semble intéressant à dire. Et justement, Valentin nous montre effectivement ces premiers signes. C'est la première page imprimée avec l'apparition du signe égal. Et on voit que Record explique qu'il va utiliser ces deux longues lignes parallèles parce qu'il n'y a pas deux choses plus égales que deux parallèles. Mais vous voyez que c'est plus long. Hein. Ah oui, c'est. Valentin, vous avez un accomplissement sur papier de ce truc-là. Ouais. Avec les 4 dernières phrases et puis les 2 premières. Voilà. Mieux dire là qu'il dit que because no two things can be more equal. Alors, et là, le plus et le moins sont les plus et le moins à nous. Alors, là, on arrive. Donc là, c'est vrai, c'est une équation qui ressemble beaucoup plus aux équations dont on a l'habitude. Ah bien sûr. Voilà. C'est le moins des Allemands avec un trait horizontal qui est beaucoup plus long que le nôtre. D'accord. C'est la préfiguration de ce que va être maintenant l'algèbre une fois qu'elle sera imprimée par des typographes qui auront des signes un peu plus proches des nôtres que ceux-là.
D'accord. Alors, sur les équations, on peut refaire un petit résumé. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les équations du premier degré, donc ça, c'est connu depuis extrêmement longtemps. Donc, ça, c'est du type. C'est les problèmes que nous rangeons dans le premier degré. On savait depuis la nuit des temps les résoudre, mais par toutes sortes d'autres moyens qui ignoraient l'algèbre. L'algèbre n'a été créée que pour résoudre les problèmes du deuxième degré. Après, il y a une mode s'est répandue que personnellement je regrette, mais je ne suis pas enseignant dans le secondaire, donc je peux avoir une certaine liberté pour le dire. La mode s'est répandue de résoudre tous les problèmes, y compris ceux du premier degré, par l'algèbre, que c'est souvent beaucoup plus facile de les résoudre par la fausse position. Voilà. Alors, une petite question justement sur les écrits de Robert Ricord, de l'impression, c'est les signes qu'on voit après les 14, 15, ce sont les inconnus du coup En fait, le 14, vous avez un x carré. Hein, et puis, donc, c'est pas 14 plus 15 égale 71. Vous avez des symboles qui recordent. Lui, son ouvrage, c'est vraiment du deuxième degré. On est dans quelque chose qui ressemble beaucoup à de l'algèbre de base. Donc, c'est pas 14 plus 15 égale 71. On est face à une équation. D'accord, donc avec des inconnus. Le premier signe après le 14, je crois me souvenir que c'est pour nous un x carré, et le second un x, ou alors c'est x carré et x, et puis celui qui est après le 71, ça doit vouloir dire que c'est un nombre, simplement. D'accord. Alors donc, justement, on vous dit, on s'arrête à Ricord parce que il y a un signe égal et puis l'algèbre est devenue adulte, mais c'est pas encore très facile à lire. Question, à cette époque, c'était purement conceptuel l'algèbre. Quand il y avait des problèmes pratiques, on essayait de résoudre quand même des problèmes avec ces, évidemment, plein de problèmes. Sinon, ça ne se serait pas vendu. Voilà. Alors, les équations du deuxième degré, du premier degré, on en a parlé. Deuxième degré, donc c'est ce qu'on apprend au lycée avec ce fameux discriminant. Jérôme, j'imagine, a dû enseigner ça plein de fois à ses élèves, ce fameux B2-4AC, et voilà, qui pour ceux qui n'aiment pas les maths, ça les fait hurler. Ceux qui aiment bien, moi j'ai toujours adoré ça, donc ça m'a toujours plu, cette histoire de discriminant. Ensuite, alors, en fait, le degré, si je ne me trompe pas, ça donne le nombre de solutions. Quand une équation de premier degré a toujours une solution, deuxième degré, 2 solutions, trois solutions, et donc après, on part en complexité. Et sur les équations du troisième degré, donc qui impliquent des x, on appelle ça des x au cube, ou de quatrième degré, des x à la puissance 4, c'est Cardan également, il me semble, qui a trouvé des choses. Oui, on est toujours dans l'Ars Magna, le livre dont on a vu un extrait tout à l'heure. Alors, dans ce livre-là, on peut dire que Cardan fait de l'algèbre un art parce qu'il s'attaque à ces équations du troisième et du quatrième degré qui clairement, on est dans une approche qui est beaucoup plus mathématique. Il cherche des moyens de donner des solutions dans des situations où on n'est pas dans de l'application, contrairement à ce qu'on disait avant. Et il trouve ces méthodes. Il est très honnête parce que vous avez peut-être entendu parler de sa querelle avec Tartaglia. Lui explique qu'il a tiré une de ces méthodes de Tartaglia. Il l'écrit dans son livre, il est parfaitement transparent. Et il dit aussi que c'est son élève Ferrari qui l'a beaucoup aidé, notamment sur ses résolutions d'équations du quatrième degré. Voilà. Donc, troisième et quatrième degré, là, c'est quand même, en général, on n'apprend pas ça au lycée. Les formules sont déjà plus compliquées, n'est-ce pas? Oui, et puis, il n'y a surtout pas une seule formule. Au deuxième degré, vous connaissez certainement, vous vous souvenez certainement tous de la formule x égale moins b plus ou moins racine de, etc. On apprend ça par cœur et c'est réglé. Mais dans le cas du troisième degré, suivant le type d'équation, il y a une façon différente de résoudre, donc une formule différente. Et Cardan n'a pas publié toutes les solutions. Je crois. D'accord. C'est Jérôme qui sait ça aussi. Jérôme, confirme. Ouais, vous parliez avant du discriminant, ce fameux B carré moins 4AC. En fait, dans toute l'histoire, jusqu'au moment où on est, on ne résout pas comme ça. On ne va pas calculer ce discriminant
on va plutôt amener l'équation sous une forme particulière, parce qu'on n'utilise pas les nombres négatifs. Donc, on n'a pas une forme canonique, comme on dit aujourd'hui, sur laquelle on applique une formule. On a 6 formes auxquelles on se ramène, et puis pour chacune de ces formes-là, on a une recette qui dit qu'il faut prendre le nombre d'inconnus, on divise par 2, on met au carré, on fait ci, on fait ça, et hop, on trouve la solution. D'accord. Et alors, petite question, à partir de quand existe-t-il des résolutions des inconnus ABC avec des paramètres un peu comme nous les utilisons aujourd'hui? Il y avait une question tout à l'heure aussi, à partir de quand on a des équations à paramètres? Alors, le premier à utiliser des lettres, mais pas du tout avec autant d'efficacité qu'on le fait maintenant, c'est Christophe Rudolph, celui dont Stiefel a réécrit le livre en le rendant plus compréhensible. D'accord. Le premier qui a eu l'idée de remplacer des valeurs ou des inconnus par des lettres. C'est l'arrivée des lettres. On s'intéresse à l'arrivée du plus, du moins et du signe égal, mais on peut aussi s'intéresser à l'arrivée des lettres. D'accord. Ça, c'est Christoph Rudolph, c'est encore un Allemand. Et Jérôme voulait compléter? Oui, et si on veut, par rapport à la question, si on s'intéresse au moment où on commence à utiliser plusieurs lettres comme le A, B, C et le X, Y, Z, ça c'est René Descartes qui en 1637 propose de nommer dans les problèmes les valeurs connues par les premières lettres de l'alphabet, A, B, C, les inconnus par les dernières lettres de l'alphabet, et puis il commence par Z, et puis Y et X si on a besoin de éléments supplémentaires. Pour l'anecdote, on est en 1637, mais lui n'utilise toujours pas le signe d'égalité de Recorde, il a un autre signe égal. Ah oui, oui. Il n'y a pas encore d'unification. D'accord. Des notations. Et puis au bout de quelques pages, on est assez étonné parce qu'il commence de plus en plus à prendre la lettre X. Et au fil des pages, quand il désigne l'inconnu, il utilise ce X qui va faire école. D'accord, donc X. Je reviens un tout petit peu sur les équations de degré élevé. Donc à partir de 5, on ne peut pas le résoudre de manière avec des racines carrées. C'est ça, hein, Jérôme? Exactement ça. En fait, à partir de degré 5, on ne va plus pouvoir. C'est bien là, on sort du calcul élémentaire. C'est-à-dire que ces mathématiques, et déjà avec le 3e et le 4e degré, on n'est plus dans le calcul élémentaire, mais lorsqu'on va s'attaquer à des problèmes de plus haut degré, et le mouvement de départ a été initié par Cardan, on a envie d'aller plus haut, et bien dans ce cas-là, il va falloir passer dans autre chose, et dans ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie des groupes, qui va permettre de donner des solutions, puis on est à un tout autre niveau mathématique. Oui, j'ai vérifié avant de commencer, effectivement, pour le 5e degré, c'est en 1826, c'est Niels Abel qui montre que des équations de degré 5 et plus ne peuvent pas être résolues par radicaux. Donc là, on arrive dans des notions d'algèbre, effectivement, extrêmement beaucoup plus complexes, avec les groupes. L'algèbre dont on parle, le mot algèbre désigne deux choses. Nous, on parle de méthode de calcul, alors que l'algèbre dont vous parlez, c'est une algèbre qui est basée sur les structures mathématiques. Ça va s'intéresser aux structures des ensembles de nombres, donc rien à voir, vraiment rien à voir avec ce qu'on raconte, mais on voit bien on a changé d'époque, on est dans un autre monde mathématique. Donc qui aussi qui continue avec l'apparition de l'analyse, effectivement, avec Leibniz et Newton, et ce calcul infinitésimal qui ensuite permet d'étendre les équations à des équations de fonctions, les fameuses équations différentielles sur lesquelles, effectivement, toute la science moderne est basée. Voilà. Alors, après, il y a une question encore sur l'apparition. Alors ça, c'est peut-être un peu plus tardif, et donc sur l'apparition du signe, quel que soit, il existe. Ça, c'est beaucoup plus tardif, hein, j'imagine. Ça, c'est beaucoup plus tardif parce que c'est des notations qui ont trait à la théorie des ensembles et qui sont venues beaucoup plus tardivement. De nouveau, on est dans on a changé d'époque. Finalement, on a changé d'époque. Et c'est vrai que par rapport à ce que vous dites, et notamment les travaux de Descartes, il y a une chose qui est très importante. Alain l'a dit au début. C'est-à-dire qu'au départ de l'algèbre, il y a une relation qui est l'égalité. Et l'algèbre, c'est la partie des mathématiques qui va s'occuper des relations.
Et il y a une chose qui est assez magique, c'est que lorsque vous prenez une égalité comme y est égal à 2x, Mhm. donc vous utilisez de l'algèbre, vous écrivez ça, vous allez vous rendre compte que cette algèbre, elle permet de relier des nombres entre eux. C'est-à-dire que quand je fixe une valeur pour x, 1, j'ai une valeur pour y qui correspond, 2. Si je prends 3, j'ai 6, 5, j'ai 10. Donc elle permet d'être liée à l'arithmétique, mais en même temps, et c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, elle représente aussi une forme, une droite. Si je dessine ces points sur un graphique, j'ai une droite. Et cette algèbre, elle va permettre aux mathématiques de dresser un pont entre la géométrie et l'arithmétique, qui étaient deux disciplines séparées. Et c'est là où elle amène cette modernité. Elle va pouvoir réunir des domaines différents. Vous avez mentionné que effectivement le signe plus et moins, on ne connaissait pas bien l'origine. Le égal, là, on a compris que c'était deux droites parallèles. Et le x, x, y, c'est simplement pourquoi x, pourquoi pas a, b, c pour les inconnus. Pourquoi c'est devenu Jérôme vient de vous le dire, c'est Descartes qui a Descartes. Oui, ça un peu plus systématique en disant le début de l'alphabet, c'est pour les valeurs constantes, et puis les lettres de la fin de l'alphabet, c'est pour les inconnus. Curieusement, pour lui, la première qu'il cite, c'est Z, et puis ensuite c'est Y, et ensuite c'est X. D'accord, donc ça va dans l'autre sens. On a l'habitude de prendre X, mais il n'y a pas de raison particulière pour choisir l'un plutôt que l'autre. Question de Dr Bronian. Est-ce que la pression d'algèbre a tout de suite condamné l'emploi des abacs? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une abac d'abord? Parce que oh là là, mais il y a un monde entre les deux. Ouais. Un abac, c'est une surface plane. Les plus anciens qu'on connaît bien sont ceux qui sont en Grèce, donc ils sont en marbre. Ils sont pas tout à fait transportables puisqu'ils pèsent en général au moins 200 kilos quand c'est pas 600. Il y a des lignes parallèles qui sont dessinées dessus. On y mettait des cailloux et avec des conventions sur ce que représentaient les différentes colonnes, ça se rapproche un peu du système indien, c'est-à-dire arabe, qui est arrivé longtemps après. On représentait les nombres et puis on représentait deux nombres l'un au-dessous de l'autre, on manipulait les cailloux et puis on faisait l'addition comme ça. Ça, c'est un abac. D'accord. Et ensuite, il a fallu inventer le calcul écrit, c'est l'autre livre d'Al-Khwarizmi. Et puis, en même temps, on a inventé l'algèbre et ça n'est devenu commun, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait du calcul écrit avec un crayon et un papier, à condition d'être assez riche pour se payer un crayon et du papier, parce que c'était très cher, que vers le XVIIIe siècle. Et donc, entre l'abac et le calcul écrit que nous connaissons, il y a des siècles, de nombreux siècles. Et puis finalement, la bac est aussi un peu encore utilisée aujourd'hui, puisque parfois c'est des calculs qui sont en fait, on fait les calculs à l'avance en quelque sorte pour pouvoir aller plus vite, hein, puisque c'est des. On appelle la bac des représentations de courbes sur du papier qui permettent d'interpoler des valeurs. Mais ça n'a rien à voir avec la bac élémentaire qu'on connaissait chez les Grecs, qu'on connaît chez les Romains. J'en ai un qui a été. Comment on va faire? Voilà. D'accord. C'est du bronze. Et vous voyez qu'il y a des boutons. Ça ressemble, mais sans qu'il y ait une relation de famille entre les deux, ça ressemble à l'abac japonais qui est encore en usage actuellement. Et voilà, un abac, c'est celui qu'utilisaient les Romains. Ce que je tiens en main est la reproduction d'un des très rares objets qu'on a retrouvé. Celui-ci a été trouvé dans une tombe à Ost, dans la vallée d'Ost. Donc, pour nous, Genevois, de l'autre côté du Mont Blanc. D'accord. Un abac pour calculer. Et puis, ce que vous venez de mentionner, ça s'appelle abac aussi, mais ça permet d'interpoler une valeur sur une courbe. C'est assez différent, effectivement. Question de Oranaro, effectivement, on a parlé d'équations polynomiales, et quand les équations différentielles ont-elles commencé à susciter de l'intérêt chez les mathématiciens? C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, c'est les débuts de l'analyse, c'est le calcul intégro-différentiel, introduit essentiellement par Leibniz et Newton, avec le calcul infinitésimal, et ce qui aura une très très longue
postérité, évidemment, par la suite. Hein. Alors, on aurait aussi pu écrire un livre là-dessus, on aurait pu écrire 2 livres, mais je répète que nous, on s'est arrêté dans notre livre. On commence à la naissance de l'algèbre avec la publication d'Al-Khwarizmi, et puis on s'arrête à la première apparition du signe égal. Ce sera pour un prochain livre. Et oui, mais quand on écrit l'histoire, on choisit la période qu'on va décrire. Voilà. Il y avait des questions tout à l'heure sur la base 10 et le système décimal. Effectivement, ça fait très longtemps qu'on compte en base 10, mais il y a eu à l'origine, on comptait plutôt en base 60 hein, dans les premiers calculs chez les Sumériens. On sait comment s'est fait ce passage entre la base 60 et la base 10. Alors, non, les calculs en base 60 qu'on voit sur d'innombrables tablettes, c'est pas vraiment la base 60 telle qu'on la concevrait maintenant. C'est une base 10 qu'on répète 6 fois et puis après on revient à l'origine. C'est pas vraiment de la base 60 comme on enseigne dans les écoles à écrire un nombre en base 2, en base 3, etc. C'est quelque chose d'assez compliqué. Et j'en profite c'est une base hybride. On parle de base 60 parce qu'on regarde ça avec nos yeux modernes, mais quand vous regardez un texte babylonien, vous avez une base hybride. On est en base 10 et en base 60. Et puis, de manière générale, on a envie de prendre une autre base que la base 10 parce que la base 10, elle pose le problème de la division par 3. Si vous prenez 10 et que vous voulez diviser ça en 3 personnes, 10 € divisé en 3 personnes, c'est pas possible. Mais les anciens ont résolu ça assez facilement parce qu'ils avaient des bases hybrides. Ils avaient la base 10 pour les unités principales, puis dans leur système monétaire, on mettait des sous-unités qui n'étaient pas en base 10. Et pour ça, la BAC permettait notamment de faire des calculs assez facilement. Et juste une remarque par rapport à ça, par rapport à la question qui était posée, ce qui a tué, en tout cas, le concurrent de la BAC, c'est pas l'algèbre, ça a été l'arrivée du calcul écrit qui venait d'Orient. Et pourquoi c'était un concurrent? Parce qu'avant, en fait, calculer, c'était un acte qui n'était pas le même que celui d'écrire un résultat. On avait des numérations qui marchaient très bien pour écrire des nombres, et pour calculer, on faisait ça physiquement, soit avec des jetons, soit avec des cailloux. D'accord. J'en profite, je montre un livre que vous avez écrit également sur les doigts jusqu'à 9999. On peut compter sur les doigts jusqu'à 9999. La numération digitale des anciens à la Renaissance, également aux presses de l'EPFL. Oui, mais c'est tout autre chose. Parce que nous avons trouvé dans la littérature ancienne de nombreux passages où il est question de nombres qu'on représente sur les doigts. Oui. Le livre est consacré à la représentation des nombres sur les doigts. Nous, on s'est montré jusqu'à 10. Les anciens arrivaient jusqu'à 9999 sur les doigts, parce qu'ils avaient une façon beaucoup plus subtile de montrer les nombres. Et ça, on le trouve dans la littérature, on en a des traces dans la littérature qui montrent que ça a été utilisé jusqu'à peu près au XVIIIe siècle. Et il me semblait intéressant, il y a 3 ou 4 ans, de creuser le problème, c'est comme ça toujours que sont nés nos livres, de creuser le problème et puis de voir ce qu'on pouvait dire sur cette façon de noter, de montrer les nombres. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça numération digitale. Et pour dire, ça a fait tout un bouquin tellement il y a de mentions dans la littérature ancienne de ces choses-là. Maintenant, c'est un autre sujet. Mais, bien sûr, mais on est d'accord que la base 10, c'est quand même les 10 doigts ou pas alors, l'origine de la base 10? Il faudrait trouver quel a été le premier à utiliser la base 10 et pouvoir lui demander si c'était parce qu'il avait 10 doigts. Mais le brave homme, il est mort depuis tellement longtemps qu'on ne pourra jamais lui demander. Il est vraisemblable que le fait qu'on a 10 doigts a joué un rôle fondamental dans le choix de la base 10, plutôt que par exemple une base 12 qui serait beaucoup plus pratique. D'accord. J'ai juste un complément sur la numération digitale. Ce qui est absolument remarquable et étonnant, c'est qu'autour de la Méditerranée, on a eu 3 grandes numérations écrites. On a la numération romaine, que les chiffres romains, que tout le monde connaît, qui est une numération qui est additive. On avait la numération arabe, qui est la numération qu'on utilise aujourd'hui, qui venait d'Inde, on l'a dit avant, mais qui a une logique de numération de système de position. Et les Grecs avaient encore une autre numération,
le monde byzantin, avec une numération alphabétique qui a encore toute une autre logique. Donc, quand on regarde leur manière d'écrire les nombres, c'est très, très différent. Mais pourtant, ce qu'on a montré dans ce livre, c'est que tout autour de la Méditerranée, la manière de montrer un nombre sur les doigts, c'était la même. Par exemple, je vais vous montrer par exemple ça, c'est 16. Ouais, et vous êtes bien d'accord que c'est pas très naturel de dire que ça c'est 16. Et ça, c'est absolument remarquable. Ça montre qu'il y a eu des communications, ça montre que dans un sens ou dans l'autre, on a accepté les gestes des autres, et c'était universellement utilisé tout autour de la Méditerranée. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, alors on peut finir par une petite blague. L'aventure de la base 10 n'était pas manchot, effectivement. Ça, on s'en doute bien. Merci à Poètre Lodud. Voilà. Ni mutilé de guerre. Voilà, ni mutilé de guerre. Voilà. Mais écoutez, merci. Le zéro, hein. Oui. En fait, dans les deux numérations que j'ai indiquées, la numération alphabétique grecque et la numération romaine, on n'a pas besoin de zéro. Il n'y a pas besoin d'avoir le zéro. Le zéro, il est utile pour indiquer qu'à un endroit, il n'y a rien. Et il faut de la numération de position pour ça. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tout le monde. J'espère que vous ne ferez pas de mauvais rêves en rêvant de X, de Y, de racines carrées, et qu'au contraire, ça vous aura donné envie de vous plonger dans cette histoire passionnante. Donc, je le rappelle, auprès de l'EPFL et l'Algèbre FU, par Alain Scherlig et Jérôme Gavin, nos amis suisses. Merci donc pour ce moment réjouissant, et à Valentin également d'avoir assuré les coulisses de ce live. Et si ça vous a plu, abonnez-vous et retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau live sur des sciences passionnantes. Et donc, bonne soirée à tous et au revoir. Merci beaucoup, et puis merci à toutes les personnes à travers le chat. Merci à tout le monde.